bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette rencontre avec Gilles Delannoy autour de son dernier livre, La Nation contre le nationalisme, qui est paru cette année au PUF. Alors, je vais commencer par présenter rapidement l'ouvrage et son auteur. Je vais lui poser quelques questions que la lecture du livre m'a inspirées. Mais ensuite, je vous céderai la place pour des questions qui j'en suis sûre, seront nombreuses. Alors, Gilles Delannoy, pour vous présenter très rapidement, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Je commence par le plus important pour nous. À ce titre, on est doublement content de vous recevoir ce soir. Mais vous avez aussi quelques autres activités. Vous êtes directeur de recherche au CEVIPOF, professeur à Sciences Po. Et vous avez enseigné pas mal ces dernières années, si je ne me trompe pas, à l'étranger, notamment en Asie, à Hong Kong. Je serais curieuse de savoir, si on a le temps, si ça aussi change votre perspective sur cette question nationalisme. Alors la question de la nation n'est pas nouvelle dans votre réflexion. Vous y avez consacré déjà plusieurs ouvrages. Sociologie de la nation en 1999 aux éditions Armand Collin. Le nationalisme en perspective que vous avez co-dirigé avec Pierre-André Taguieff en 2001. La nation, Cavalier bleu 2010. Et Théorie du nationalisme, co-dirigé avec Pierre-André Taguieff à nouveau, aux archives Karelin en 2010. Donc on voit qu'il y a une vraie persistance de cette réflexion sur la nation chez vous, mais peut-être aussi des inflexions, une évolution dans la manière que vous avez eue de la considérer. Peut-être qu'on aura l'occasion de demander pourquoi vous vouliez reprendre cette question aujourd'hui, et est-ce que vous la reprenez aujourd'hui comme en 1999, ou est-ce qu'il y a des choses dans notre histoire très récentes qui vous ont fait adopter une nouvelle perspective sur cette question de la nation et du nationalisme? Alors, pour présenter rapidement les thèses de l'ouvrage, c'est un ouvrage que vous écrivez en défense de la nation. C'est assez clair, ou plutôt d'un certain type de nation, de la nation démocratique. Mais c'est une défense aussi, et même si le titre dit contre le nationalisme, la nation contre le nationalisme, je crois que vous faites aussi la défense d'un certain type de nationalisme. Parce que vous dites assez vite que le nationalisme n'est pas une idéologie qui serait en elle-même bonne ou mauvaise, nécessaire ou criminelle, mais qu'en fait le nationalisme peut se prêter à des desseins divers, que c'est un accélérateur, un adjuvant pour d'autres idéologies qui, elles, peuvent être criminelles. Donc il me semble quand même que, à certains égards, vous défendez la nation et un certain nationalisme qui peut être pacifique. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, pour ce faire, vous commencez par faire un travail assez serré de définition avec et pour certains grands auteurs. Donc, vous vous servez d'Ernest Renan, bien sûr, mais aussi de Benedict Anderson, avec qui vous n'êtes pas toujours d'accord, si j'ai bien compris, de Robert Dahl dans les plus contemporains, ou de Michael Walzer, avec qui vous entrez en dialogue sur cette question. Alors, l'essentiel pour vous, c'est de bien distinguer la nation comme une forme politique. C'est d'abord une forme politique et elle peut se croiser avec différents types de régimes politiques. Et c'est des précisions qui vous semblent absolument nécessaires de faire. Il n'y a que 4 formes politiques. La tribu, la cité, l'empire, la nation. Dans certaines des définitions proposées par d'autres auteurs, on voit apparaître la religion, mais vous ne l'intégrez pas. Pour vous, c'est vraiment ces 4-là. Donc, on arrive à la définition de la nation par soustraction, c'est ce que vous dites. On est une nation par défaut quand on n'est ni une cité, ni une tribu, ni un empire. Alors, en revanche, il y a une variété de régimes qui peuvent être croisés avec cette forme politique. Et c'est pourquoi il y a des nations plus ou moins démocratiques, plus ou moins autoritaires, plus ou moins pacifiques, plus ou moins belliqueuses, et les empires, par exemple, pourraient être démocratisés comme ils peuvent être. Les cités peuvent être démocratiques, mais elles peuvent être aux mains d'oligarchies. Donc il faut vraiment voir à chaque fois ce qui se passe dans le croisement entre une forme politique et un régime politique. Alors, vous soulignez dans cette première partie de définition de la nation que, pour vous, quand même, l'apparition de la nation est toujours
au moins concomitante, mais c'est peut-être un lien plus profond, plus structurel, avec l'aspiration démocratique à la liberté, à l'égalité, à des formes de solidarité aussi. Donc, vos deux grands exemples, c'est la nation française, la nation américaine, mais vous en décrivez une variété d'autres. Mais en tout cas, vous pensez que c'est lié à l'aspiration démocratique, une volonté d'émancipation, de libération des peuples, et que donc il y a entre la nation et la démocratie un lien assez organique. En revanche, autre point de définition important, il y a deux types de nations, la nation politique, la nation culturelle. Et on peut observer dans l'histoire, dans l'émergence des nations, des trajectoires diverses. Certaines ont commencé par un projet politique et ensuite sont allées vers une nation culturelle qu'on essaye de faire coïncider avec un projet politique. C'est le cas des États-Unis ou de la France, par exemple. D'autres démarrent avec la nation culturelle qui progressivement prend la forme aussi d'un projet politique. Et vous soulignez un dernier point qui m'a semblé intéressant et sur lesquels je ne suis pas sûre, moi, d'être complètement au clair, qu'on a tort d'utiliser toujours, en tout cas aujourd'hui, le terme d'État-nation, parce qu'il y a pour vous là deux choses, l'État et la nation, qui sont souvent articulés, mais que l'on gagne encore une fois à distinguer. Après ce travail de définition de la nation, vous vous attelez à un travail un peu semblable pour le nationalisme. Alors là où la nation existe par soustraction, on est une nation quand on n'est pas une cité, un empire, une tribu. En revanche, le nationalisme, lui, il s'obtient par addition. Ce n'est pas une idéologie qui existe à l'état pur, c'est plutôt un véhicule. Ce n'est pas une fin, c'est plutôt un moyen. Et c'est ce qui explique qu'on puisse décrire comme nationalistes des personnages extrêmement différents les uns des autres, dont la trace historique est extrêmement différente aussi, comme Napoléon ou Gandhi, Mao Tse-tung ou Nelson Mandela, qui tous étaient des nationalistes. Voilà, donc à des degrés divers. Et vous y consacrez des passages très intéressants dans le livre. Alors, dans d'autres passages que j'ai trouvés assez saisissants, vous expliquez qu'on a tort de voir le nazisme et le stalinisme comme des nationalismes, parce que ce sont avant tout des idéologies, enfin des États totalitaires à visée criminelle, exterminatrice dans un cas, bon, et que poussant il y a un premier passage où vous en parlez pour la Seconde Guerre mondiale, et ensuite vous y revenez et vous dites en fait, mais même la Première Guerre mondiale, on l'attribue sans cesse au nationalisme, au méfait du nationalisme, mais pour vous, la Première Guerre mondiale n'est pas d'abord produite par les nationalismes. Donc c'est un point... voilà, sa mondialisation. Bon, vous me corrigerez, c'est l'objet de cette petite présentation. Point de définition encore, le nationalisme, pour vous, c'est ce processus par lequel on essaye de faire coïncider la nation culturelle avec la nation politique. Et c'est cette opération qui peut être menée de façon très différente, de façon plus ou moins criminelle, violente, dominatrice ou pacifique. Alors, une fois ce travail de définition, d'explication et d'illustration achevé, vous en venez au fait, si je puis dire, qui est notre contexte contemporain, et le sentiment qu'aujourd'hui la nation est attaquée, qu'on est entouré de natiophobes. Alors, soit de gens qui nous disent tranquillement qu'elle est dépassée, c'est tout, c'est fini, c'est un truc du passé, il faut s'y faire. Soit de gens vraiment qui la dénigrent ou qui veulent la voir disparaître. Et que cette natiophobie ambiante, en réalité, ne fait que provoquer et renforcer les nationalismes de la pire espèce, que vous appelez par exemple les nationalismes ulcérés, les nationalismes d'exclusion, volontiers autoritaires et violents. Alors, je note au passage que là encore, vous soulignez que le problème dans ces nationalismes ulcérés n'est souvent pas le nationalisme en soi, mais une de ces variantes dénaturées, la xénophobie, le racisme ou le nativisme, par exemple. Le droit des gens qui étaient là d'abord. Donc, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le contexte américain, donc j'ai été intéressée par cette distinction que vous faites. Alors, il y a trois forces contemporaines que vous désignez clairement comme des adversaires de la nation, il me semble.
et qui sont nommées à plusieurs reprises et à leur tour définies, et on illustre leur interaction avec la nation. Alors ces trois forces, ce sont l'islamisme, le fondamentalisme islamique ou le fondamentalisme religieux en général peut-être, qui vise aussi un monde sans frontières, le multiculturalisme, qui vous semble être une proposition idéologique voilà, normative. Oui. Et puis la globalisation économique, là encore précisons, quand elle est érigée en principe de toute chose, donc ça pourrait se confondre largement avec ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc ces trois forces, elles sont assez différentes, ces forces idéologiques, mais toutes trois voient dans la nation un obstacle. Et en un sens, je crois que c'est ça votre problème. C'est de là que naît votre volonté d'écrire cet essai contre ces adversaires de la nation. Alors, vous terminez ensuite par une forme de plaidoyer pour la nation démocratique. Et pour nous, Européens, et je crois dans le cadre d'un certain nombre de réflexions qu'on mène à la revue aujourd'hui, ça ouvre en partie sur une réflexion sur l'Europe, intéressante à plusieurs titres. Alors je vais la résumer encore à beaucoup trop grands traits. La première idée, on aurait tort de vouloir construire l'Europe comme un projet supranational ou de dépassement de la nation. C'est une folie et tout ce qu'on y gagnera, c'est la destruction de la démocratie. On peut imaginer peut-être l'apparition de nouvelles formes politiques, au-delà des 4 que vous avez décrites. L'Europe serait-elle appelée à être autre chose qu'une cité, une nation, un empire, une tribu? Mais pour l'instant, vous ne voyez pas exactement apparaître cette nouvelle forme politique. Une autre option pour l'Europe, ça serait de devenir une supernation ou une fédération de nations. Peut-être qu'il faut distinguer les deux. Mais c'est un parcours qui vous semble peut-être le plus souhaitable, mais plein d'obstacles. Et vous notez aussi, vers la fin de l'ouvrage, ce qui m'a semblé très intéressant, que pour vous, le monde, en ce moment, est dans une sorte de désir d'empire. Que ce qu'on voit revenir, que ce soit dit ou pas, c'est la volonté de construire un monde de grands ensembles régionaux qui se comportent comme des empires. Donc c'est la vision de la Russie, de la Chine, des États-Unis, dans une certaine mesure peut-être de la Turquie. Et là encore, ça repose la question de l'Europe, c'est-à-dire que si on est dans un monde d'empire et que ce qu'on a à opposer à ces forces impériales, c'est l'Europe, et que l'Europe refuse d'être un empire, à juste titre, si je vous lis bien, comment on va en faire une forme politique, là encore, qui ne soit pas englobée ou écrasée par ces nouveaux empires. Et pour cette raison, je crois, vous invitez l'Europe à bien définir ses frontières, à se penser comme un territoire, à se penser comme un ensemble historique, social, politique, et pas comme un empire sans limite, qui pourrait s'étendre définitivement. Alors, pour terminer, vous dites à la fin de l'ouvrage, l'absence de démocratie explique bien plus l'oppression aujourd'hui que la présence de la nation. Qu'il ne faut pas se tromper de combat. Hein, si je vous ai bien lu. En revanche, vous reconnaissez aisément que les démocraties ne sont pas parfaites en ce moment, ou les démocraties nationales, ou les nations démocratiques, mais c'est quand même ça qu'il nous faut défendre en premier, et qu'il nous faut défendre notamment contre la montée des différents populismes, mais là aussi, c'est un point intéressant pour la discussion. Vous voyez les populismes actuels aussi comme des réactions à ces trois forces, ces trois adversaires que j'ai décrits plus haut, le fondamentalisme islamique, le multiculturalisme normatif, ou le rêve post-politique, post-national que représenterait la globalisation économique et un monde entièrement régi par les marchés. Alors je m'arrête là pour l'exposer, juste pour dire à quel point votre livre est stimulant. Il me semble en partie parce que vous l'avez écrit dans certains passages, alors peut-être que je me méprends, mais avec une intention volontairement polémique, avec en tête de répondre à des gens dont la pensée et les discours vous agacent prodigieusement ou vous semblent très dangereux politiquement. Et parfois, dans certains passages, un certain goût du paradoxe, mais qui pique la réflexion et qui, de toute évidence, donne envie de réagir. Alors,
j'ai préparé quelques questions. Je vais vous les poser pas toutes en bloc, peut-être, pour vous donner la parole, parce qu'il est temps. Et alors, je commence par ma première question, qui serait sur le contexte immédiat. J'ai dit, votre livre se présente comme une défense de la nation contre les natiophobes qui nous entourent. Et alors, des gens qui en veulent vraiment à la nation ou des gens qui, sous l'effet de fausses croyances ou de fausses certitudes, deviennent en tout cas les idiots utiles des gens qui en veulent vraiment à la nation. Mais le contexte immédiat, moi, là, tout de suite, me laisse plutôt penser, naïvement peut-être, que la nation et le nationalisme se portent très bien, qu'ils se sont jamais mieux portés ces dernières années et qui n'ont donc pas forcément besoin qu'on vole à leur défense, mais peut-être que vous pointez aussi justement un décalage entre ce qui existe vraiment dans les faits et une forme de pensée universitaire qui vous semble un peu déconnectée. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc je réponds à la dernière question, mais en revenant aussi sur ce qui a été dit, parce que une partie de la présentation peut être considérée comme des questions sans le point d'interrogation. Mais si j'oublie un passage, vous me rappellerez de répondre à la question, enfin aux questions. Peut-être je vais commencer plutôt par la forme et la polémique. Bon, je ne crois pas polémiquer contre aucune personne, hein, précise. Donc si je polémique, si je critique certaines choses, ce sont des idées ou des attitudes, mais pas des personnes. Donc je suis parti de l'idée, alors le lien, peut-être la première réponse que je peux faire, c'est le lien avec les travaux précédents. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Au fond, pas grand-chose, hein. Ma position n'a jamais changé. Mais ce qu'on mettait derrière dépassement de la nation il y a 35 ans, quand j'ai commencé à étudier le sujet, c'était une sorte d'Aufhebung hegelienne où on gardait le meilleur et où on évitait le pire de la nation et du nationalisme. J'ai vu en 35 ans tout de même évoluer beaucoup les attitudes. Ou, c'est une des raisons qui m'ont amené à réfléchir sur la définition, où parfois, dans certains cas, le simple fait de faire référence à la nation de façon non négative était considéré comme du nationalisme. Donc, là, je pense que c'est exagéré. Et le seul point sur lequel, probablement, en effet, j'ai vraiment évolué, c'est parce que j'ai traité le sujet dans le cadre de l'histoire des formes politiques, ce que je ne faisais pas il y a 30 ans, c'est la place, effectivement, de l'Empire et du rôle du désir d'empire ou de la volonté impérialiste ou impériale au XXe siècle. Effectivement, ça m'a amené, on pourra y revenir si vous voulez, à reconsidérer un peu le projet de l'Union soviétique et de l'Allemagne nazie, hein, qui ne répondent pas aux standards de la nation démocratique, me semble-t-il, et sont même ses ennemis. Bon, mais c'est encore un point différent. Donc le changement principal, en fait, ce n'est pas chez moi, c'est dans le contexte environnant, hein. Donc, et si je m'intéresse à la nation, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, heureusement, et au nationalisme, c'est plutôt le sujet qui me rattrape que l'inverse. Donc, c'est pas moi qui persiste à m'intéresser au nationalisme, c'est le nationaliste qui persiste à s'intéresser à nous. Et comme j'avais commencé à l'étudier, ma foi, il faut bien que je continue, puis je suis souvent sollicité sur le sujet. Donc, bon, voilà la raison de ma persistance. Mais je pense quand même qu'il y a eu un carambolage historique qu'on n'a pas bien mesuré, notamment autour de la réunification allemande et autour de la destruction de l'Union soviétique. Ce sont deux moments où on a vu réapparaître. Alors, quel nationalisme? C'est là que j'en viens à ma définition. Ce que j'ai voulu faire, à partir de mon expérience nationale, c'est effectivement demander aux Français d'être moins provinciaux et de sortir de ce provincialisme qui ne nous permet pas de discuter avec des Chinois ou avec des gens d'autres continents, c'est-à-dire de définir uniquement le nationalisme dans le cadre de l'affaire Dreyfus, ce dont nous avons hérité. Donc il y a les intellectuels d'un côté et les nationalistes de l'autre. Bon, mais ça, c'est la particularité française de l'approche du nationalisme. Si je poussais très légèrement la caricature, on pourrait dire, peut-être pas tout à fait, mais si vous êtes un intellectuel, vous ne pouvez pas être nationaliste, et vous êtes nationaliste, vous ne pouvez pas être un intellectuel. Bon. C'est ça que nous avons hérité de l'affaire Dreyfus. Mais
si nous avons une option vraiment mondiale, globale, au sens où j'essaie de l'avoir, on ne peut pas discuter avec d'autres personnes d'un autre pays, d'une autre culture, sur cette base. Et je veux récuser aussi la tentation, parfois académique, du monde anglo-américain, où dès qu'on donne de l'importance à la nation, c'est du nationalisme. Là, c'est la définition ultra faible. Alors dans ce cas-là, soyons parfaitement cohérents et logiques. Depuis qu'elle est réunifiée, l'Allemagne est redevenue nationaliste. En diplomatie, ils prennent toutes leurs décisions de manière unilatérale, depuis la reconnaissance de la Slovénie. Donc ils sont nationalistes. Bon, je pense que c'est excessif. Donc il faut éviter la définition extrême, c'est-à-dire toute forme de mal renvoie au nationalisme dans le monde moderne. Et il faut éviter la définition ultra légère, c'est dès que vous vous intéressez à la nation et que vous en dites du bien, pour quelque raison que ce soit, on peut vous soupçonner d'être nationaliste. Je pense que c'est deux définitions qui n'arrivent chacune à un extrême qui ne nous aide pas à penser du tout la question. Et donc j'ai essayé de trouver une définition qui s'adapte à tous les cas, qui puisse me permettre de dire pourquoi Gandhi se déclarait-il nationaliste. Pourquoi même Mandela, pourquoi même Obama. Certes, ce n'est pas la même nation, c'est une partie de mon sujet, mais si vous étudiez de près les discours d'Obama, il y a plus de références au mot nation, bien entendu, ce n'est pas le même, que dans les discours de Trump. Même, il faut expliquer ce fait quand même. We are one nation. We must act as one nation, dit Obama, sans cesse, y compris et encore plus après sa réélection. Donc c'est cette question-là que j'ai voulu comprendre. Ce n'est pas le fait de savoir si la nation c'était positif ou négatif. En ce terme, la question ne m'intéresse pas. C'est comme les gens qui disent je suis pour ou contre le référendum. On peut être pour ou contre la pluie, mais en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi, ce genre de questions. Il faut rentrer dans les détails. Et c'est à partir des exemples, évidemment, que ça m'intéresse. Alors, vous faisiez allusion à Hong Kong. Bon, aussi fascinant, voire agréable que puisse être la vie à Hong Kong, il est certain que ça n'est pas un modèle cité financière, beaucoup plus fermé qu'on ne croit. Son cosmopolitisme, c'est le commerce. Mais quand vous travaillez à Hong Kong comme Philippin ou comme Chinois du continent, vous n'avez pas les mêmes droits qu'ici, croyez-moi. Et vous ne les aurez jamais. Donc on ne peut pas non plus ériger de tels modèles en disant voilà par quoi nous allons remplacer les nations. Et particulièrement si on est à gauche, mais même d'une certaine droite. Donc ce sont toutes ces questions-là qui m'ont amené à reprendre le sujet. C'est vraiment l'idée qu'il nous faut des instruments qui nous permettent de saisir la réalité, de ne pas appeler nationaliste n'importe quoi, et d'avoir un mot, c'est un autre de mes soucis. Alors là, c'est peut-être trop ambitieux, mais j'ai essayé aussi de proposer cette définition de nationalisme pour qu'elle puisse être utilisable. Il me semble que c'est la moindre des choses quand on est dans la vie académique, en tout cas, sinon dans la vie publique, qui puisse être utilisable par tout le monde, quelle que soit son opinion. C'est-à-dire aussi bien par un nationaliste que par un antinationaliste. Je dis au passage que le mot natiophobe, bon, c'est pas si important pour moi. C'était une manière de dire, puisqu'on voit des phobies partout, y a-t-il aussi une natiophobie? Mais bon, c'est pas le centre de mon propos. C'est moins difficile à manier que antinationaliste, mais c'est pas un aspect important pour moi du livre. Donc l'aspect vraiment le plus important, c'est avoir une définition qui convienne à tout le monde, au moins dans la description des faits. Ensuite, on peut juger, ça c'est un autre problème. Chacun est libre effectivement de juger de ce qu'on peut appeler le nationalisme de Xi Jinping ou le nationalisme de Trump, mais qu'on ait au moins cette définition. Alors on pourra effectivement, selon les degrés, parce que cette définition est accompagnée de degrés. C'est-à-dire le degré purement défensif, c'est effectivement, faut-il parfois passer par le modèle national pour défendre quelque chose qui est sur le point de disparaître, ce qui peut s'appliquer à des situations de décolonisation, qui peut s'appliquer à des situations de sécession. Chacun juge après de savoir si le fait de le faire est bien ou pas. Mais à ce stade, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'abord d'avoir un instrument pour analyser ce qui existe. Donc de dire en quoi le nationalisme écossais est un nationalisme. Est-ce que vraiment il répond aux critères? Et par ailleurs, pour s'y opposer, doit-on être nationaliste britannique? Parce que c'est ça aussi la question qui m'occupe. C'est que le nationalisme engendre le nationalisme. Peut-on lutter contre le nationalisme
sinon d'un point de vue qui est lui-même nationaliste, ou alors impérial. Ce sont les deux solutions qu'offriraient les armes ou les éléments de langage que nous a légué l'histoire. Même chose d'ailleurs pour les Catalans. On peut être nationaliste catalan, mais peut-on s'opposer au nationalisme catalan sans être nationaliste espagnol? Je n'ai pas la réponse à la question, mais c'est une question intéressante, hein, ne serait-ce que dans ce qu'on appelle aujourd'hui le retour et le développement du nationalisme. Donc on voit bien que le monde entier, effectivement, on ne peut pas se déplacer quasiment dans un continent sans trouver du nationalisme. Mais est-ce que réduire ça simplement à un mot négatif nous permet de comprendre? Qu'est-ce que je vais penser du nationalisme taïwanais? Il est démocratique contre un puissant voisin qui menace à tout moment, de manière là réellement impériale plutôt que nationaliste, de l'écraser. Bon, voilà, ce sont cette ambiguïté, ambivalence du nationalisme. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je défends le nationalisme. Je précise. Alors pour la nation, ça peut être différent. Il y a eu 2 lectures qui ont été faites du livre. Je les approuve toutes les 2, d'une certaine manière. L'une consistant à dire, on l'avait dit dans un entretien avec Libération, au fond, de même que la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, la nation est pour l'instant la forme politique la pire à l'exception de toutes les autres, pourvu qu'elle soit démocratique en plus. Hein. Donc approche assez sceptique, pessimiste, mais qui jusqu'à un certain point peut constituer une défense, ce serait plutôt la défense dont je me réclamerais. Alors, dire ensuite que oui, sur le plan social, je défends l'idée qu'à court terme, il ne peut pas y avoir de protection sociale sans l'existence de nations et d'une solidarité fondée sur la commune appartenance à une nation politico-sociale, égalité et solidarité. Oui, je pense aussi que cette analyse est juste, mais je n'en fais pas un dogme, ce n'est pas le problème. Quelle est l'alternative pour l'instant? Ce serait quoi dans un monde sans nation? Il y aurait une sorte d'assurance privée, ce serait la généralisation du modèle américain. Je ne vois pas d'autres possibilités avec des firmes qui seraient probablement américaines qui vous proposeraient une assurance sociale. Il y aurait donc des Microsoft et des Apple de l'assurance sociale privée s'il n'y avait pas de solidarité nationale. Je ne vois pas d'autres alternatives. Donc je pose là aussi au moins la question, sans que ce soit une apologie de la nation, est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que vraiment nous en mesurons les conséquences? En nous disant les nations c'est fini, il faut passer à autre chose. L'autre argument facile qui peut être moins original, c'est de dire je veux bien supprimer la nation, mais que mettons à la place? Qu'est-ce qu'on met à la place? Alors sur l'Europe, hein, c'est une autre question. Sur l'Europe, je pense que c'est vraiment une proposition pro-européenne que je fais. Je pense que l'Europe aurait intérêt, si elle veut être confédérale, à se penser comme association de nations. Je vois. Et pas d'État, c'est pas la même chose. Hein. Pour l'instant, elle fonctionne au fond, telle que je la vois, comme un club d'États aidé par une superstructure d'experts. Alors, les analystes peuvent varier. Certains diront que les États sont prisonniers de cette superstructure d'expertise, hein, Bruxelles, pour faire court. D'autres diront c'est l'inverse, c'est quand même les États qui décident, vous voyez bien, c'est les chefs d'État qui se réunissent, et c'est eux qui font la politique européenne. Mais tant qu'on en reste à ce modèle, on a quelque chose qui ne permet pas une Europe fédérale. Les critères classiques de la fédération dont nous disposons, pour faire court, pendant les États-Unis et la Suisse, ne correspondent pas du tout à la perspective ou au chemin qu'est en train de prendre l'Union européenne. Qui, alors, de ce point de vue-là, innove, si on veut, mais innove dans quelque chose qui peut sembler non seulement critiquable, mais surtout fragile hein, en termes de confédération. Parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les entités fondatrices. Le fait même que l'Europe fonctionne comme un club d'États et pas comme une association de nations qui s'est confédérée comme l'ont fait les autres confédérations dans le passé, on le voit très bien avec le cas de la Grèce et le cas de la Grande-Bretagne. Ce qui est logique d'ailleurs dans un club d'État, c'est pas choquant. Donc à un moment, on se dit, pour parler quand même des événements récents, est-ce qu'il faudrait expulser un membre du club? Les Grecs ne sont pas dignes, ils ont truqué, ils ont menti, ils ne font pas les efforts qu'il faut. On peut toujours virer quelqu'un d'un club. Bon. Cas inverse, d'un club, on doit pouvoir sortir, sinon c'est plus un club. Donc il y a un membre du club qui est d'ailleurs
avait amorcé sa sortie depuis Margaret Thatcher, Give My Money Back, mais peu importe, qui décide finalement, définitivement, de sortir. Enfin, encore, sur un quiproquo et sur une opération extrêmement compliquée de référendum destiné à faire en sorte que, mais enfin, on pourra y revenir aussi, mais c'est quelque chose d'assez étrange et d'assez curieux. Donc, alors pourquoi je dis que c'est à la fois plus et moins qu'une fédération? C'est parce qu'à ma connaissance, même si je ne suis pas un spécialiste juridique des fédérations, le principe de la fédération, ça n'est pas d'infliger des amendes aux membres de la fédération. Je ne crois pas que les États-Unis ni la Suisse fonctionnent avec une sorte de structure externe qui considère que quand vous n'êtes pas un bon élève, on vous fait payer, un peu comme au fond dans une jurisprudence commerciale, quoi. Vous devez payer parce que vous n'avez pas respecté les règles du jeu. Il paraît aussi, m'a-t-on dit, que ça serait le cas, plusieurs pays seraient taxés parce qu'ils n'auraient pas respecté la pureté de l'air, y compris l'Allemagne et la France, bien sûr, récemment. Bon, voilà une procédure, par exemple, qui est tout à fait exorbitante du point de vue fédéraliste. On n'a jamais vu ça. En revanche, toute fédération a un budget fédéral et normalement, elle reprend dans ce budget fédéral les attributions classiques de la souveraineté de l'État. C'est en ce sens que, c'est-à-dire en gros, pour faire court, l'impôt principal, pas tous les impôts, et l'armée et l'armée. La police, ça se discute. Enfin, en général, il y a aussi une police fédérale. Bon, or, l'Union européenne fait exactement l'inverse, bien sûr. Elle s'unifie partout, sauf dans ces domaines-là. Enfin, elle s'unifie, plus ou moins. Il y arrive plus ou moins. Donc là aussi, c'est plutôt une sorte de conseil. Je pense que l'avenir de l'Europe est lié soit à sa capacité, enfin aux deux d'ailleurs, le fait de se penser comme une confédération de nations, ce qui désarme en plus le nationalisme. Parce que je pense qu'aujourd'hui... Alors, autre exemple d'information, d'observation que j'ai fait, je n'ai absolument rien contre l'idéal européen, mais quand je vais dans les instances européennes, tout le monde me parle en tant qu'Allemand, en tant que Français. Donc les nations n'ont pas disparu. Je n'y peux rien, je le constate. Personne ne me dit je suis néolibéral ou je suis social-démocrate. On pourrait quand même s'attendre, c'est ça le fonctionnement basique d'une démocratie. Il pourrait y avoir un parti néolibéral et un parti social-démocrate dans les instances européennes. Et il y aurait une alternance politique possible. Tant que chacun va se définir en tant qu'anglais, français, allemand, grec, je pense que ça ne peut être en effet qu'un club d'État. Ça ne peut pas être une association de nations. Donc, pour toutes ces raisons tout à fait positives et non pas négatives, je pense que pour avoir l'alternance politique, il faut faire en sorte que soit liquidée la question au niveau européen de l'existence des nations, qu'elles soient reconnues en tant que telles, ce qui n'est pas fait sur le plan des principes et qui est fait en général sur le plan du discours politique en plus. C'est-à-dire qu'effectivement, la direction européenne ne pourra pas, en raison du poids d'un État membre, il n'y a aucune raison qu'elle le fasse par ailleurs, appuyer le sécessionnisme catalan. Elle n'a pas fait non plus, mais ça c'est plus drôle, à propos de l'Écosse, alors même que l'Écosse était le bon élève européen. Souvenez-vous de la suite des 2 référendums. Bon. Donc, après tout, ça aurait été assez logique si le seul critère c'est d'être pro-européen, d'avoir d'abord appuyé les Écossais qui voulaient sortir de la Grande-Bretagne, qui ensuite qui voulaient rester dans l'Europe, et fût-ce au prix de sortir de la Grande-Bretagne si vous inversez les 2 référendums. Bon. Donc je pense que pour cette raison, il faut que l'Europe se constitue, au moins par reconnaissance des faits. Si vous voulez, si même au Parlement européen, quand vous rencontrez quelqu'un, vous voyez qu'il analyse les choses avant tout en tant qu'Allemand ou Français, ça veut dire que nous sommes tous Européens, quand nous ne sommes pas anti-européens, parce que nous sommes Français ou Allemands, et pas en tant que Gilles Delannoy ou Pierre Martin ou qui sais-je. Je pense que l'autre raison, parce que dans les problèmes européens récents, j'ai vu que certains disaient il faut créer un parti européen. Ça me semble la plus mauvaise idée possible. Si vous créez un parti pro-européen, inévitablement, il va se constituer un parti anti-européen. Et donc, c'est le contraire de la démocratie, puisque au lieu de parler de la politique à mener avec une alternance possible entre 2 politiques différentes, vous avez ceux qui sont pour l'existence de la chose et ceux qui sont contre. Il n'y a rien de pire si on veut créer quelque chose de positif en politique. Et ça permettrait aussi de sortir du club d'État. Donc voilà une illustration parmi d'autres de l'idée la nation n'est pas forcément obsolète, même pour la construction européenne. Voilà le genre de problème que j'ai
que j'ai voulu traiter. Sur l'histoire des formes, oui, je crois que c'est important de distinguer l'apparition historique. J'ai essayé de montrer par des exemples que moi-même j'ai découvert progressivement que bien sûr le mot nation existe depuis 2000 ans et même un peu plus, mais il était encore informe. Et ça m'a vraiment prouvé que les révolutions modernes avaient été capitales. Il est encore informe au XVIIIe siècle. Il ne signifie à peu près rien de précis. Chez Montesquieu, 90% des occurrences du mot nation sont d'ordre culturel et non pas politique, et elles servent aussi bien à désigner la nation des moines en Grande-Bretagne. Les moines sont une nation. Henri VIII s'est débarrassé de cette nation, dit-il. Donc vous voyez à quel point le mot n'est pas défini. Et même Voltaire, les essais sur les mœurs et l'esprit des nations, mais nation peut englober toutes les formes politiques telles que je les distingue après Renan. Ça peut être voilà, la Chine des bureaucrates, la bureaucratie céleste, pour Voltaire, c'est une nation. Mais les gens qui habitent près de Ferney, dans 5 villages, font aussi la nation. Donc le mot n'est pas défini. Et c'est vraiment à partir des écrits soit théoriques, comme ceux de Sieyès et quelques autres, et de la captation de ce mot, probablement d'ailleurs par méfiance envers la démocratie et envers la souveraineté populaire, que le mot nation a émergé conjointement dans cet événement un peu circulaire que sont les deux révolutions américaines et françaises. Et c'est là vraiment que ça prend un sens politique. Créer une nation, c'est créer la dernière et la plus récente des formes politiques, la plus moderne. Et on ne peut le faire, sinon ça n'a aucun intérêt d'ailleurs, on ne peut le faire que pas forcément en instaurant la République, on n'est pas obligé de guillotiner les rois pour ça, mais en instituant la séparation des pouvoirs, et en instituant la monarchie constitutionnelle, si ça n'est pas la République. D'ailleurs, en 89, la France était encore une monarchie pour quelques années. Donc les principes de 89, qui ont tant d'importance, en effet, définissent le plus clairement possible, il y a d'autres textes, bien sûr, le plus clairement possible ce que c'est que cette quatrième forme politique. Ça donnera aussi naissance, même si ce n'est pas important du point de vue de la géopolitique mondiale, mais c'est important du point de vue de la théorie des régimes politiques, à la Suisse, nation confédérale, basée sur la démocratie directe. La Suisse moderne n'existe que c'est une création de la Révolution française, la Suisse moderne, avec l'arrivée des cantons francophones, et cette expérience très singulière de la démocratie directe pour faire le lien, et à la fois méthode audacieuse, tout décider par référendum, le peuple a le dernier mot, mais même le premier mot par l'initiative, et en même temps protéger les cantons qui ne disparaissent pas, parce qu'il faut toujours rappeler aussi, moi je veux bien me définir comme fédéraliste européen, j'ai aucun problème avec ça, je rappelle simplement qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un fédéraliste américain de souhaiter que l'Oklahoma ou le Connecticut disparaissent, ni à un Suisse de souhaiter que le canton du Valais et le canton de Berne soient définitivement rayés de l'histoire. Donc le fédéralisme lui-même exige le respect des éléments constituants. Ou alors il n'est plus du fédéralisme, il est autre chose. Il est un projet politique de nature impériale, interne ou externe, produit de la conquête, que sais-je, mais il faut quand même être assez précis quand on utilise le terme fédéraliste. Donc, en ce sens, je suis un fédéraliste européen. Je ne suis pas si mal pensant que ça. Bon, ça c'est encore une autre question, mais je crois que c'est important de poser en termes de... Alors le retour des empires aujourd'hui, est-ce qu'ils avaient vraiment disparu? L'une des thèses que j'essaie de défendre, c'est que les formes politiques ne disparaissent pas facilement. Elles sont si peu nombreuses, et elles sont tellement ancrées qu'il est très difficile de... donc en ce sens, j'adhère, mais ça ne m'étonne pas à cette idée un peu convenue qui est que l'État-nation, finalement, il ne s'applique que
la moitié du monde, et dans le reste du temps, dans le reste du monde, comme on voit, les États-nations sont fictifs. Ils sont, bien sûr, quand on est en Afghanistan, la structure est encore tribale, et bien sûr que la Chine est encore aussi un empire. Sa modernisation l'a transformée en nation moderne. C'était le projet de Sun Yat-sen, partiellement repris par les communistes. Mais évidemment que la structure impériale continue à peser énormément, et même jusqu'à un certain point, non pas tribal, mais clanique. Nous ne mesurons pas, je pense, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je le rappelle, la façon dont la forme politique de la tribu a été systématiquement laminée en Europe par différents mouvements qui n'étaient pas conjoints, mais par l'idéal de la cité grecque et de la République, par l'Empire romain et finalement par le christianisme. Parce qu'avant la christianisation, c'est encore le modèle tribal qui domine en Europe. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut considérer. Ça peut sembler des problèmes très abstraits, mais je crois que c'est vraiment important. Donc ce n'est pas tellement que l'Europe s'est nationalisée au point d'imposer son modèle au reste du monde, c'est qu'elle a pu créer cette forme nationale parce que jamais un empire, comme le dit Renan, n'a réussi à... Mais tu as publié Renan, donc mon lapsus est tout à fait normal. Jamais c'est l'échec de l'Empire qui a fait, presque par défaut, que les nations apparaissent. Et au fond, qu'est-ce qu'on a fait de ces nations? On a fait un projet politique démocratique. En fait, c'est à peu près ça, avec des voies extrêmement diverses, toutes très imparfaites, la voie britannique, la voie française, la voie allemande, pour faire court. Voilà peut-être un autre point sur lequel je pouvais répondre, puis si je suis trop allusif, il faudrait mieux que vous reveniez par des questions. Est-ce que j'ai oublié un ou deux points? Oui, mais je vais reformuler les questions, enfin pas oublier, mais je pense qu'il y a des tas de choses intéressantes dans le livre dont on aimerait vous entendre dire un mot de plus. Alors, j'avais deux autres questions que je vais vous poser en même temps, et puis vous verrez ce à quoi vous préférez répondre et dans quel ordre. La première, parce qu'on est le 4 juillet quand même. Il faut que je vous interroge sur le cas américain, c'est Independence Day. Le cas américain et le cas Trump. La nation américaine, vous la décrivez comme une de celles qui a été d'abord un projet politique pour évoluer ensuite vers la nation, vers la forme de la nation culturelle. On voit bien comment ces deux choses se superposent, comment il y a une nation civique. Tout le monde peut adhérer au principe de la nation américaine et devenir de ce fait citoyen américain. Et puis il y a une nation ethno-culturelle et celle-ci là nous semble être en pleine réaction, en plein désir de revanche quand même autour d'une figure comme celle de Trump. Alors la nation américaine, pour nous, je crois, depuis ce côté de l'Atlantique, on n'a pas l'impression qu'elle soit menacée. Et pourtant, elle est en pleine réaction populiste, nationaliste. Peut-être qu'il faut mitiger l'usage que je fais de ces deux mots. Alors, Donald Trump, vous le dites dans votre livre, il est bien parti pour lutter effectivement contre le fondamentalisme islamiste, le multiculturalisme et la globalisation. Quoique sur le multiculturalisme, on se demande si le système lui va pas assez bien, à condition qu'on donne une vraie place à sa minorité à lui, enfin majorité-minorité, qui serait effectivement l'Amérique blanche, pour dire vite. Mais est-ce qu'il a raison de tenter cette aventure? En fait, ça c'était la question un peu provocatrice que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut être du côté de Donald Trump? Parce que dans le fond, il a bien repéré aujourd'hui où sont les trois adversaires de la nation démocratique, ou les trois idéologies qui nourrissent la colère et le ressentiment. Alors, elle est volontairement un peu provocatrice, ma question. La deuxième, c'est que j'aimerais beaucoup que vous nous parliez davantage de ce que vous décrivez comme l'hyperréalisme économique. Parce que vous n'avez pas dans ce livre choisi de parler du nationalisme comme d'un sentiment ou d'un affect ou des émotions qu'on peut avoir pour sa patrie. C'est pas du tout l'angle que vous prenez, l'opposition passion-raison. Mais peut-être parce que je venais de relire La revanche des passions de Pierre Asner, je vois à la fois des points communs et des points de divergence, peut-être entre ce qu'il y explique avec le spectre des nationalismes qui revient et qui lui
semble réellement dangereux, notamment par rapport à sa lecture des guerres dans les Balkans, je pense. Donc je pense que vous êtes d'accord et pas d'accord avec Pierre Hassner, et vous choisirez de vous exprimer là-dessus ou pas, mais surtout ce que vous dites de l'hyper-réalisme économique, ça me paraît très esprit. Vous dites, dans le fond, ni le libéralisme ni le marxisme n'ont compris la nation parce qu'ils ne voient que l'économie. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une forme d'hyper-réalisme économique qui voudrait être le principe organisateur de toute chose, donc qui nie la nation, mais au-delà de la nation, qui nie le politique, en fait, et qui nous propose un projet de sortie du politique. Voilà. Et ça, c'est une des choses, il me semble, contre lesquelles vous érigez vraiment. Alors voilà, je vous laisse avec ces deux questions, les États-Unis et l'hyper-réalisme économique. Alors, à propos de Trump, je ne sais pas ce que Trump a réellement identifié, à part son propre désir d'occuper le devant de la scène, sinon peut-être la manière de se faire élire. Peut-être la chose, que ce soit Trump ou le reste, parliez de ce qui m'agace. Ce qui m'agace, c'est la facilité de langage qui quand même pas très logique, qui consiste à dire, s'il n'y avait pas de nationalisme il y a 30 ans, il y en avait peu, soudain il s'est réveillé. Donc, alors de deux choses l'une. Donc ça veut dire qu'il y a 30 ans, on était formidable, puisqu'on arrivait à endormir ce monstre tapis, mais qui ne demandait qu'à se réveiller. Première hypothèse, donc il faut dire on est revenu à la normale au fond, puis on a connu une période tout à fait fantastique où on avait réussi à faire en sorte que la bête soit assoupie. Mais je trouve que c'est une explication tout de même un tout petit peu magique quand même. L'autre explication possible, c'est que quoi qu'on en pense, si le nationalisme se réveille, c'est quand même le résultat de ce qui s'est passé depuis 30 ans. Donc parler du réveil du nationalisme, c'est quand même s'exonérer de toute responsabilité par rapport à la politique qui a été menée. C'est ça qui me semble tout de même un peu étrange. C'est vraiment facile. Je parlais de l'Europe tout à l'heure, mais on peut dire la même chose pour les États-Unis. Il n'était pas forcément nécessaire pour les États-Unis de laisser toute leur industrie dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, tout de même. Et ça, c'est un fait. C'est pas Trump qui l'a inventé. Que Trump en ait profité, je le regrette, je pense tout autant que les gens qui sont ici. Mais qu'est-ce qui a inventé Trump, tout de même, jusqu'à un certain moment? La seule chose qui soit vraiment étrange, c'est Trump, c'est sa personnalité. Mais que quelqu'un qui ait voulu, compte tenu de la désindustrialisation des États-Unis, réagir un peu contre une politique de libre-échangisme un peu naïf, parce que le monde est en fait mercantiliste, et c'est faire du libre-échangisme avec un pays, notamment la Chine, qui n'est pas libre-échangiste. C'est pas vrai, c'est une apparence. C'est simplement parce que c'est l'intérêt des firmes, notamment américaines, qui y travaillent. Bon. Donc, tout n'est pas totalement aberrant dans ce scénario. Ce qui est aberrant, c'est la personnalité de Trump. Mais ça, c'est autre chose. Si Trump a battu ses concurrents dans le milieu conservateur, c'est pour d'autres raisons, qui sont là beaucoup plus peut-être liées à la médiatisation de la vie politique, au fait qu'il venait des médias, qu'il a fait des provocations qui n'auraient pas dû lui réussir et qui l'ont réussi. Donc on change totalement de registre à ce moment-là. Donc pourquoi Trump plutôt qu'un autre? Ça, je veux bien répondre à la question, mais ce n'est pas vraiment notre sujet. Et puis je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais pourquoi, en revanche, certains thèmes politiques qu'il met en avant, là, en effet, je pense qu'on peut assez facilement comprendre que, comme vous l'avez dit très justement, il a su capter ce problème. Mais sans d'ailleurs se mettre forcément comme... bon, il y a l'intérêt des États-Unis, mais là aussi, on retombe dans le problème de définition que je posais au départ. Il ne suffit pas d'être attentif. On peut avoir une conception totalement erronée ou juste de ce qu'est défendre son intérêt en tant qu'individu ou en tant que dirigeant d'un pays. En tout cas, ça ne suffit pas, je pense, pour dire qu'on est nationaliste. C'est ça. Personne ne reproche à Angela Merkel d'être soucieuse des intérêts de l'Allemagne. Je
Je pense qu'elle l'est. Donc, comme je le répète, c'est pas ça qui, pour moi, la définit comme nationaliste. D'autre part, j'entendais récemment dire le protectionnisme, c'est pour faire plaisir à court terme à l'électorat, c'est toujours mauvais à long terme. Mais les mêmes vous expliquent qu'au fond, à juste titre d'ailleurs, que la Chine reste un pays tout à fait protectionniste quand ça l'arrange. Alors voilà une contradiction logique. C'est pas parce qu'elle est une démocratie, pas pour faire plaisir aux électeurs de Xi Jinping. Il n'existe pas. Ils ne peuvent pas voter pour ou contre lui. Donc ces questions sont quand même un peu plus compliquées que simplement le libre-échange, c'est le bien absolu, et toute forme de protection, c'est le mal absolu. Je veux dire, je pense quand même qu'il faut être un tout petit peu plus nuancé et précis quand on analyse ces phénomènes. Sinon, pour proposer une autre politique, du moins pour les comprendre. Donc, je ne pense pas, à part les oddities, comme on dit en anglais, de Trump, je ne pense pas que la réaction protectionniste des États-Unis, on verra bien où elle mène, mais je ne pense pas du tout qu'elle soit liée uniquement à sa personnalité. En effet, il y a des causes. C'est là peut-être qu'on peut rejoindre mon idée sur le véhicule, qui parfois devient plus important que ce qu'il transporte, sans doute. Mais je suis tout à fait persuadé, si c'est l'analyse que vous attendez de moi, de dire que c'est plutôt chez certains électeurs américains la nécessité de se protéger qui les a rendus nationalistes que l'inverse. C'est ça que je veux dire. Ils ne se sont pas dit, ah ben, tiens, maintenant on va redevenir nationaliste, et comme on est nationaliste, on va être protectionniste. Ça, c'est le langage que nous vendent les élites financières du monde. C'est pourquoi elles convoquent à Davos Xi Jinping pour donner la leçon de libre-échange à Trump. Ce qui est tout aussi grotesque que l'élection de Trump, à peu près. Enfin, on est au même niveau de carnavalesque. Hein. Bon. Donc il faut quand même prendre conscience alors là aussi, ça ne signifie pas pas du tout dans mon esprit la nécessité d'être contre toute forme de globalisation économique. Simplement, ne soyons pas dogmatiques. Il n'y a aucune raison que toute forme de globalisation économique soit bonne en soi. Enfin, ce serait quand même extrêmement étonnant, ne serait-ce que pour des raisons écologiques, que pour des raisons de consommation d'énergie, que pour des raisons de simple bon sens. Enfin, avoir une agriculture raisonnée et manger les fruits pendant leur saison, ça me semble quand même pas une attitude purement nationaliste, au sens... ça me semble simplement du bon sens. Alors si ça exige une certaine part de relocalisation, pourquoi pas, hein. Donc, et par ailleurs, je pense, je ne dis pas qu'il serait souhaitable, mais nous n'avons pas un marché mondial, hein. Il faut voir vraiment comment les choses fonctionnent. Nous avons, grâce aux techniques des dernières décennies, probablement une unification du monde financier, où la globalisation peut être positive au sens où, au fond, les capitaux se déplacent facilement, donc n'importe qui, à condition évidemment de satisfaire aux critères néolibéraux, peut recevoir de l'argent pour se développer, être considéré comme positif, mais ça va aussi dans le sens du néolibéralisme, il faut faire la part des choses. En même temps, chacun a bien vu dans les deux crises de 2008 et 2012 que cette absence totale d'amortisseurs dès que les crises sont mondiales. Donc le monde financier et bancaire est le plus réellement globalisé, mais ça a des avantages et des inconvénients. Premier exemple. Quant à la circulation des biens, comme je disais, ça dépend là aussi. L'idéal autarcique du nationalisme qui voudrait être totalement autosuffisant est absurde. L'idéal du libre-échangisme dogmatique pur, qui n'a jamais été pratiqué, à ma connaissance d'ailleurs, que par une seule nation dans le monde, c'est l'Angleterre, n'est pas forcément bon pour tout pays, ni même d'ailleurs peut-être pour l'Angleterre. Bon. L'une des raisons principales du Brexit, là aussi cause sociale, c'est la préférence donnée à la cité financière de Londres contre l'abandon d'une partie des campagnes anglaises. Bon. C'est très clair quand on regarde les cartes électorales. Bon. Donc tous ces faits économico-politiques ont des conséquences très différentes d'ailleurs, puisque une partie des gens qui ont fait le Brexit ne sont pas du tout contre le libre-échange. Au contraire, c'est pour en faire plus et pour ne pas rester dans les contraintes européennes. Donc vous voyez que les choses sont toujours assez compliquées. Dernier exemple, la main-d'œuvre. Bon, la main-d'œuvre est évident qu'avec 8 milliards d'êtres humains,
je ne pense pas que nous puissions un jour, et je ne pense pas que ce soit souhaitable, quitte à paraître réticent devant le progrès indéfini, que ça soit raisonnable que ce marché fonctionne comme les États-Unis, qui là aussi sont le seul pays d'une telle taille où on peut, du jour au lendemain, quitter Los Angeles pour aller bosser à New York ou Chicago, pour aller travailler à Dallas. Bon, là, il y a un marché du travail qui est à peu près unifié. Mais est-ce que vraiment c'est mieux si l'ensemble de la planète, vous voyez des gens qui se déplacent sans arrêt pour avoir un job d'un bout à l'autre de la planète, et l'optimisme, enfin, ce sont des simples questions de sens commun que j'essaie de lever, sans forcément donner les réponses d'ailleurs. On peut résoudre très facilement le problème des retraites en disant à tous les retraités, écoutez, en termes de pouvoir d'achat, allez dans les pays les moins riches, et puis votre retraite française, elle est très bien, vous allez très bien vivre. Bon, on sait très bien que les choses ne se passent pas comme ça. Ça, ce serait l'application stricte des lois du marché. Bon, les gens aiment aussi, quand ils sont à la retraite, rester près de leurs petits-enfants, par exemple. Ça ne me semble pas une aberration totale, plutôt que d'aller optimiser leur retraite en ayant 3 fois plus de pouvoir d'achat dans un pays où pourtant le climat est bien meilleur, que sais-je. Bon. Donc voilà, c'est plutôt ces choses-là qui me semblent plutôt des naïvetés ou des dogmes que j'essaie de critiquer. Trump m'a tellement égaré que j'ai oublié l'autre question. Non, c'est sur la question de la sortie du politique. Alors sur la sortie du politique, oui. Pour revenir d'ailleurs, pour dire pourquoi j'ai nommé l'islamisme comme les forces antinationales, on le voit très bien, il me semble. D'abord parce que les sources de ce mouvement, c'est quand même de constituer une internationale. Pas la même que du bolchevisme, mais c'est quand même un peu le même processus. Alors certes, avec des sources très différentes, je ne suis pas un spécialiste, mais j'essaie d'y comprendre quand même quelque chose, au moins dans l'impact que ça a sur mon sujet d'étude. L'origine de ce mouvement internationaliste qui veut imposer sa version de l'islam plutôt que les autres, en fait, il y en a deux. Bon, celle qui vient d'Arabie Saoudite et à partir du contrôle des lieux saints, je ne parle pas d'ailleurs d'une nation, puisque, comme le disent les spécialistes, l'Arabie Saoudite, c'est plutôt un État clanique, multiclanique, un royaume multiclanique. Et l'autre source, qui elle n'est pas une source véritablement, on pourrait dire, archaïque ou réactionnaire en termes de retour à un islam du Moyen-Âge ou de la création, c'est l'idéologie du type frères musulmans, et celle-ci, qui prend, elle, en partie le discours moderne et démocratique à son profit. Mais on voit très bien que deux exemples vraiment factuels, comment interpréter autrement, et la démocratie dans tout ça passe évidemment à la trappe dans les deux cas, la question de l'Égypte, c'est effectivement l'expérience que voulait y mener Morsi était d'abord une expérience à visée internationale, en tant que frères musulmans, puis en plus c'est le pays de la création du mouvement, et vous avez en face, oui, le nationalisme égyptien, autoritaire. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le conflit autrement. Et les élites pro-démocratiques, mais dans les deux cas, effectivement, ce sont les dindons de la farce. Et le scénario de la Turquie est assez différent, mais on peut le lire aussi sous cet angle. Vous aviez un nationalisme modernisateur qui est le kémalisme, et finalement, ce nationalisme, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais comme par exemple le vote des femmes acquis assez tôt en Turquie, est remis en cause parce que vous avez maintenant un gouvernement qui a une visée que je qualifierais plutôt de faire de la Turquie un exemple qui n'est pas seulement national. Enfin, certes, c'est la correction peut-être du kémalisme, mais c'est aussi un mouvement qui fait partie d'un mouvement mondialisé. Bon, c'était pour répondre à pourquoi prendre l'exemple de l'islamisme. Sur l'exemple économique, on en a parlé. Et quant au troisième adversaire, que j'appelle l'adversaire de la nation, là où je veux préciser mon analyse, parce qu'on pourrait y avoir un malentendu, je pense que le multiculturalisme normatif est assez dangereux, parce que, pour la raison suivante, c'est qu'il est très sympathique, de mon point de vue, que les nations qui le peuvent ou qui le veulent
soit multiethnique. Ça va effectivement dans le sens de la nation politique, qui pourra être dépassée un jour par une autre forme politique, à condition qu'elle en garde les qualités. C'est la seule chose à laquelle je tiens, c'est qu'on garde ces qualités, qui sont quand même, me semble-t-il, un acquis historique. Ou alors c'est parce qu'on manque d'imagination et que nous semble aller de soi ce qui n'allait pas de soi il y a 200 ans, que nous naissions tous libres et égaux en droit. Donc, le multiculturalisme normatif rend les choses compliquées parce que il est quand même beaucoup plus facile de faire du multiethnique avec un minimum de culture nationale. Ce que j'appelle culture nationale n'est pas la culture préexistante. Je donne un exemple. Pour revenir aux États-Unis, quand je dis que la nation n'est pas un simple reflet des conditions de production, je crois quand même tout le monde maintenant, marxiste ou pas marxiste, le reconnaît, vous voyez bien que les moyens de production sont quasiment les mêmes, et même la langue d'ailleurs. En gros, au Canada et aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même culture nationale. Il faut donc bien que cette culture nationale qui s'est élaborée à partir du régime et de l'histoire du pays ait été différente et soit importante. Bon, là, c'est un peu la même chose que je voulais souligner sur cette question du multiculturalisme. D'abord, il n'y en a pas qu'une seule forme. Il peut y avoir des multiculturalismes de formes extrêmement différentes. Ils peuvent être factuels ou normatifs. Ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Hein. Bon, je ne voudrais pas être trop méchant avec le Premier ministre canadien, mais le vrai multiculturalisme, il l'a rencontré en Inde quand il y est allé. C'est ça le multiculturalisme. Où il a fait, comme vous le savez, quelques fautes de goût. Bon. C'est une idéologie, si je peux pousser la plaisanterie un peu loin, le multiculturalisme à la Trudeau, c'est l'idéologie nationale du Canada aujourd'hui, et singulière dans le monde. Ce n'est pas un modèle pour le reste du monde. Et c'est pour répondre aux problèmes du Canada. Ce n'est pas pour rien qu'il existe au Canada. C'est une part pour contrer le souverainisme québécois, et d'autre part pour réintégrer, d'une certaine manière, la question des autochtones, hein, qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux au Canada qu'aux États-Unis, proportion de la population. Hein. Donc aussi, on pourrait comparer les deux modèles. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Moi, vous avez répondu à beaucoup de mes questions, mais je suis sûre que nous en avons d'autres. Donc merci beaucoup Gilles Delannoy.